Nous en parlons parce que nous remarquons ceci, Monsieur le Président. Voyez-vous, dans le cadre du tribunal militaire international de Nuremberg, nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte de guerre. Les événements du 28 septembre 2008 ne se sont pas produits dans un contexte de guerre. Ce n'est pas le cas. Donc parler de ce tribunal militaire, c'est risquer, prendre le risque de s'engouffrer dans une mésaventure, espérant que l'on pourrait induire ce tribunal criminel en erreur. Deuxième remarque, Monsieur le Président, nous sommes devant une juridiction créée par les vainqueurs de cette guerre, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. Votre juridiction ici est créée par une loi. Ce n'est donc pas le même contexte. C'est pour ça que ce qui est dit doit être pris avec les pincettes. Troisième remarque, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous sommes devant une juridiction qui n'a pas la même perception de la présomption d'innocence que la vôtre, que ce tribunal criminel. Je vous ai dit, Monsieur le Président, qu'avant même que ces personnes ne soient jugées, avant même que ces personnes ne soient condamnées, heureusement qu'il y a eu des acquittements, il y a eu des condamnations. D'autres se sont même suicidés entre le jugement et la condamnation. D'autres ont fui. Votre perception de la présomption d'innocence est totalement différente. Parce que celle-là indique clairement que les personnes qui sont poursuivies devant vous ici sont présumées innocentes tant qu'une décision n'a pas été rendue à leur encontre et une décision devenue définitive. Il est donc inconcevable, Monsieur le Président, de considérer, en parlant du tribunal militaire international de Nuremberg, qu'il peut y avoir une comparaison entre eux, les deux. La deuxième étape, Monsieur le Président, c'est justement l'ordre du général anglais MacArthur de créer l'autre tribunal dans le même contexte, le tribunal militaire international de Tokyo, pour justement juger ce qu'ils ont aussi appelé les mêmes criminels de guerre, mais cette fois dans le Pacifique, au niveau de l'extrême-orient. Un des projets emblématiques de ce pan de l'après-deuxième guerre, Monsieur le Président, est bien le procès de Yamashita, dont le procureur de la République vous a parlé, dont le ministère public vous a parlé, et je reviendrai là-dessus pour vous faire comprendre qu'il est totalement passé à côté, mais vraiment hors sujet. Le général de l'armée impériale japonaise et commandant de la 14e armée impériale japonaise. Voilà un des procès emblématiques. On vous parle de ces juridictions parce qu'on veut que vous vous en inspirez, alors qu'il n'y a aucun lien. Cette juridiction a été faite sur le modèle de Nuremberg, à la seule différence que sa militarisation était beaucoup plus accentuée. Parce que je fais remarquer qu'à Nuremberg, bien que devant un tribunal militaire, c'est encore là une autre particularité qui indique que vous n'avez rien à voir avec cette juridiction. Bien qu'un tribunal militaire, les Français n'ont envoyé que des juges civils. Les Américains, la même chose. Les Anglais, la même chose. Mais il n'y a que les Soviétiques qui ont siégé avec des magistrats et des juges militaires. Le troisième élément qui indique clairement que nous ne sommes pas dans le même contexte, Monsieur le Président, c'est bien ce qu'on va appeler le retour à Nuremberg, cette fois non pas devant le même tribunal militaire international, mais devant des juridictions
nationale, mais animée par des juges étrangers, français, anglais, américains, qui ont d'ailleurs beaucoup plus jugé que tous les autres, et soviétiques, parce que l'Allemagne avait été divisée en 4 subdivisions occupées par ces différents vainqueurs. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, Monsieur le Président, considérer que ces juridictions qui étaient mises en place pour juger des cas bien déterminés, des cas par exemple liés au camp de concentration, des cas liés à certains médecins qui étaient impliqués directement ou indirectement, on ne peut pas vouloir comparer ce contexte-là au contexte qui a prévalu aux événements du 28 septembre. Les deuxièmes étapes, Monsieur le Président, concernent la réapparition des juridictions pénales ad hoc et la Cour pénale internationale. Ces juridictions pénales ad hoc, Monsieur le Président, avaient été créées exprès pour juger des crimes internationaux. Vous trouverez le tribunal, les premiers modèles qui sont créés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Si les premiers sont créés par les pays vainqueurs, ici, les premiers modèles sont créés par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là que vous trouvez le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui était basé à La Haye, et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais, Monsieur le Président, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le contexte, c'est encore dans un contexte de guerre. La guerre a commencé en Yougoslavie, en 1991. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui dans un premier temps avait mandaté l'Europe pour régler, et l'Europe ayant échoué, devrait prendre ses responsabilités. On a donc mis en place ce tribunal pour juger les responsables de ce qu'on a appelé une épuration ethnique. Pourquoi devrait-on comparer une juridiction créée pendant la guerre pour juger des crimes qui sont déjà commis? C'est-à-dire que là, on a créé des règles et des juges pour juger des crimes qui ont été déjà commis. Que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne peut donc couvrir que des événements futurs. Mais là, nous sommes déjà en présence de faits commis. Et ces juridictions sont créées pour juger les présumés auteurs des faits qui sont commis. Il en est de même pour le tribunal pénal international du Rwanda, qui est basé à Arusha, en Tanzanie. Là aussi, ça a été créé par le Conseil de sécurité, naturellement avec entente avec le... Nous sommes encore dans un contexte de guerre, de conflit armé, de génocide. Un pays qui a connu près d'1 million de morts. Est-ce que ce contexte peut être assimilable au contexte des événements du 28 septembre? Les ministères publics et la partie civile le savent et ils le font sciemment pour aggraver la situation et peut-être vous induire en erreur. Le deuxième modèle de ces juridictions ad hoc créées par le Conseil de sécurité de l'ONU, avec naturellement entente avec les États, c'était bien des juridictions qu'on va appeler des juridictions internationalisées ou des juridictions hybrides ou des juridictions mixtes. Ces juridictions sont mixtes de par leur composition, parce qu'elles sont composées de juges nationaux, mais également de juges internationaux ou étrangers. Parfois, elles sont composées de juges internationaux, mais qui siègent dans le pays. Est-ce qu'on peut encore comparer pour prendre de telles décisions,
pour vous inspirer. Parmi ces juridictions, beaucoup ont été créées, Monsieur le Président. Vous trouverez par exemple que ça a été créé pour aller par ordre. Au Timor oriental, il y en a eu. Il y a eu les chambres africaines au sein des tribunaux cambodgiens. Il y a eu la Sierra Leone, après la guerre, le conflit. Il y a eu la Bosnie, la Serbie, la Croatie, les chambres africaines extraordinaires au Sénégal. J'en parlerai, puisque je répondrai d'ailleurs aux cas qu'on a voulu vous présenter, qui n'ont absolument rien à voir avec ce procès et avec les éléments. C'est d'ailleurs sur cela que je vais m'attarder essentiellement. Il y a eu la Cour spéciale de la République centrafricaine, les chambres spécialisées pour le Kosovo et le tribunal spécial du Liban, lorsque Rafik Hariri est décédé. Ces juridictions, encore une fois, Monsieur le Président, ont été mises en place, soit dans le contexte de la guerre, ou carrément, ou totalement après les conflits, pour juger des faits qui avaient été déjà commis, pour juger des faits commis dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit armé. On ne peut pas donc vous en parler, Monsieur le Président, uniquement pour vous induire en erreur. Enfin, Monsieur le Président, le dernier élément de ces juridictions ad hoc, c'est bien la Cour pénale internationale. On va en parler, puisqu'on veut que le statut de Rome qu'il a institué soit appliqué par vous. On ne sait pas pourquoi, mais il faut quand même retenir que si toutes les autres juridictions étaient des juridictions non permanentes, parce que tout simplement instituées pour s'occuper d'un cas bien déterminé, et donc sa durée dépend des procès qui s'y tiennent. La Cour pénale internationale, elle, devient la seule juridiction permanente, créée par l'ONU et avec plusieurs États. Notre pays, la Guinée, justement, a ratifié ce statut de Rome, qui, pour être fonctionnel, avait besoin de 60 ratifications. Et nous faisons partie des 120, je crois, ou 124 États membres actuels. Mais au moins pour la première fois, on a une juridiction qui va désormais s'intéresser aux faits qui sont commis dans l'avenir. Une juridiction qui, dans les règles, dispose donc pour l'avenir. Pour la première fois, on revient donc aux faits non antérieurs, mais aux faits postérieurs à la commission de ces infractions. De ce qui précède, Monsieur le Président, vous comprendrez aisément qu'il ne peut y avoir de comparaison entre ces différentes juridictions dont j'ai parlé, qu'elles soient créées par les pays vainqueurs, le tribunal militaire international de Nuremberg ou le tribunal militaire international de Tokyo, qu'elles soient créées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'exemple du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international du Rwanda, qu'elles soient créées par entente entre le Conseil de sécurité de l'ONU et des États, comme au Timor oriental et autres, en Sierra Leone, qu'elles soient créées par le Conseil des Nations Unies de manière permanente, comme la CPI. Ces différentes juridictions se distinguent nettement de ce tribunal criminel à plusieurs points de vue. On peut donc d'abord noter que votre juridiction est une juridiction créée par la loi. C'est une juridiction créée par la loi. Alors que le tribunal militaire international de Nuremberg et le tribunal militaire international de Tokyo est créé par des pays vainqueurs, par une simple convention conclue entre
eux. Votre juridiction est créée par la loi, alors que le tribunal militaire interne de Tokyo, par exemple, n'est créé que par un simple ordre, un simple arrêté d'un général. Je rappelle, et c'est ce que le ministère public n'a pas voulu vous dire, et les partis civils, parce qu'ils veulent tellement diaboliser le président Moussa Dadis Camara, qu'on va prendre l'exemple à ce niveau. Mais je rappelle, monsieur le président, que l'empereur Hirohito, qui était le premier responsable politique, a été écarté et n'avait jamais été jugé. Pourtant, il vivait. Je rappelle, on me dira que Hitler n'était pas vu, il était en fuite, ou il s'était suicidé, mais il n'a pas été jugé. En tout cas, puisqu'on n'avait pas la preuve de sa mort, il pouvait bien être jugé et une décision par contumace devrait être prise à son encontre. Cela n'a pas été fait. Votre juridiction se distingue également, monsieur le président, des juridictions ad hoc créées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle se distingue également de la CPI qui est créée par un traité qui adhère aujourd'hui plusieurs pays. Votre juridiction nationale, votre juridiction est aussi une juridiction nationale. Qu'on ne perde pas cela de vue. Nous sommes devant une juridiction nationale. Alors que toutes les autres juridictions que je venais de citer sont soit internationales, soit internationalisées ou mixtes ou hybrides. Mais nous sommes devant une juridiction nationale. La confusion n'est pas possible. La comparaison n'est pas possible. Votre juridiction est seulement une juridiction permanente. À part la CPI, toutes les juridictions ne sont pas des juridictions permanentes dans un but terminé. Et il ne faut pas qu'on vous induise en erreur pour les comparer. Ce tribunal criminel est une juridiction de droit commun, monsieur le président. Messieurs les assesseurs, il est compétent pour connaître des infractions internationales, des crimes internationaux qui sont complexes. Les conséquences, vous les verrez, plus on va avancer. Voilà donc, monsieur le président, cette mise au point que la défense du président Dadis voudrait faire pour vous permettre de nous comprendre mieux quant à l'application du statut de Rome par votre tribunal et également quant à la requalification des chefs d'accusation en crime contre l'humanité et autres responsabilités des supérieurs hiérarchiques. La Commission générale d'applicabilité du traité international du traité de Rome en droit guinéen et le pouvoir de requalification, on va être très honnête. Sur beaucoup de points, il n'y a aucune contradiction entre nous. Parce que là, c'est du droit. Là, c'est du droit. Mais dans ce procès, il y a des obstacles juridiques. Mais il y a des obstacles juridiques qui ne permettent ni l'application du statut de Rome, ni la requalification des faits pour lesquels ces accusés sont poursuivis en crime contre l'humanité et autres responsabilités de commandement. Monsieur le Président, comme tout traité, le traité de Rome est soumis aux conditions d'applicabilité de tout traité en droit qui complète les statuts de Rome et qui ne permettent pas de rendre effective l'application de ce traité tant que des mesures internes n'ont pas été prises.
On va y arriver. Une fois en vigueur, les traités doivent être exécutés par les signataires en application du principe pacta sunt servanda. Le ministère public en avait parlé. Et sur ce point, nous sommes très d'accord. Des moyens existent donc pour en assurer le respect. D'une part, les traités s'appliquent à tout le territoire des États parties. D'autre part, ils lient chacune des parties et seulement chacune des parties. C'est l'effet relatif des traités. L'expression, Monsieur le Président, partie, s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur. C'est pourquoi les traités ne lient que les États qui les ont expressément acceptés. De ce point de vue-là, la défense du président Dadis est d'accord avec le ministère public et les parties civiles, puisque le traité de Rome a été ratifié par notre pays. Ayant donc été ratifié par notre pays, il est important qu'il puisse trouver application. La partie civile avait d'ailleurs indiqué, mais sans aller très loin, que la Guinée appartient au système moniste. Mais il avait oublié de dire que ce système moniste, le système moniste absolu, n'existait plus. Il suffit, Monsieur le Président, de lire l'article 79 de la Constitution à l'époque qui était en vigueur pour comprendre aisément ce que nous venons de dire. Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Ces dispositions indiquent clairement la nécessité de la publication. Mais la publication ne relève pas du mécanisme international. Elle relève du mécanisme ou du fonctionnement interne de notre droit positif. Cela signifie que les règles internes qui fixent les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à une publication régulière doivent être des règles votées, adoptées par notre Parlement. Et de ce point de vue, les dispositions préliminaires du Code civil règlent le problème. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du Code civil sont très clairs là-dessus. Mais une question demeure. Est-ce que la dernière étape liée à la publication avait été réglée? En tout cas, dans cette affaire-là, personne n'a encore produit un document relativement à cela. Mais à supposer même, Monsieur le Président, que le statut de Rome soit pris en compte par le ministère public et les parties civiles, et que vous décidiez de l'appliquer, il y a une impossibilité d'appliquer ces statuts pour des raisons très simples, Monsieur le Président. La première raison, c'est que les règles du statut de Rome sont déjà intégrées dans le Code pénal.
Et chaque article du Code du statut de Rome, en ce qui concerne le crime contre l'humanité ou la responsabilité du supérieur hiérarchique, correspond à un article du Code pénal ou du Code de procédure pénale. Vous qui êtes une juridiction nationale, pourquoi, devant ces articles de correspondance, vous allez les abandonner pour appliquer les dispositions du statut de Rome, alors que ces dispositions sont déjà intégrées? La deuxième raison, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à appliquer le statut de Rome dans ce procès. Il n'y a aucun intérêt à appliquer le statut de Rome dans ce procès. Et pour me répéter, l'article 94 du Code pénal de notre pays correspond à l'article 7 du statut de Rome. Mais pourquoi, alors que ce sont les mêmes mots, les mêmes virgules, les mêmes points, mais pourquoi vous vous appuyerez sur l'article 82, sur l'article 7 du statut de Rome, alors que ce que ces dispositions-là vous offrent, vous les obtenez, vous les avez déjà avec l'article 94. Il en est de même pour l'article 94 du Code pénal, mais c'est l'article 29 du statut de Rome. L'article 97 du Code pénal, c'est l'article toujours 7 du statut de Rome. L'article 198 du Code pénal, c'est l'article 28 du statut de Rome. Pourquoi, Monsieur le Président, dès lors que vous avez ces outils en main, que vous utilisez en tant que juridiction nationale, pourquoi laisser cet outil-là pour utiliser un autre outil, le règlement de la CPI? Parce qu'on ne peut pas faire une leçon contraire ou terne avec le code, les règlements que nous avons, où vous appliquez les textes internationaux en appliquant le règlement qui se trouve à la CPI. Parce qu'il est inconcevable d'appliquer les règles du statut de Rome si, à la base, ce n'est pas le règlement de la Cour pénale internationale qui doit s'appliquer. Donc, vous ne pouvez pas, à partir du moment où, depuis que ce procès a commencé, devant votre juridiction criminelle, depuis qu'il a commencé déjà à l'enquête et en phase d'instruction, le règlement de la CPI n'a jamais été appliqué. Ce n'est donc pas ici que l'on va appliquer les règles du statut de Rome en oubliant ce règlement. La quatrième raison, Monsieur le Président, c'est bien lié aux effets, je vais insister là-dessus, aux effets liés à la ratification par la Guinée du statut de Rome. Les effets liés à le statut de Rome. Première résolution, c'est la résolution ICC sur la coopération adoptée à la 11e séance plénière de l'Assemblée des États partis au statut de Rome le 11 décembre 2018 par consensus. L'Assemblée des États partis au statut de Rome, par cette résolution, je cite, rappelle que la ratification du statut de Rome doit avoir pour contrepartie la mise en œuvre dans l'ordre interne des États des obligations qui découlent de cet instrument, en particulier par le biais de la législation d'application, et à cet égard invite instamment les États partis au statut de Rome qui ne l'ont pas encore fait à adopter les dispositions législatives et autres mesures qui leur permettent de se conformer pleinement aux obligations que leur impose le statut de Rome.
Deuxième résolution, c'est la résolution ICC-ASP-17, résolution 5, sur le renforcement de la Cour pénale internationale et de l'Assemblée des États parties, adoptée à la 13e séance plénière le 12 décembre 2018 par consensus. L'Assemblée des États parties au statut de Rome, en cette résolution sur le renforcement de la Cour pénale internationale et de l'Assemblée des États parties, dispose au point 8 que, je cite, rappelle que la ratification du traité du statut de Rome doit avoir pour contrepartie la mise en œuvre par les États au plan national des obligations qui en découlent, notamment l'adoption de la législation d'application nécessaire, en particulier dans les domaines du droit pénal, de la procédure pénale, de l'entraide et de l'assistance judiciaire au niveau international avec la Cour. Invite incessamment à cet égard les États partis au statut de Rome qui ne l'ont pas encore fait à adopter à titre prioritaire cette législation d'application et encourage l'adoption, s'il y a lieu, des dispositions relatives aux victimes. C'est clair. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la Guinée a adopté des mesures législatives afin de mettre en œuvre le statut de Rome, ratifié le 4 juillet 2003. Le Code pénal guinéen a été modifié par la loi numéro 2016/059/AN du 26 octobre 2016 pour pleinement mettre en œuvre les dispositions substantielles, je dis bien substantielles, du statut de Rome, incluant les principes généraux. Le Code de procédure pénale guinéen a été modifié par la loi numéro 2016/60/AN du 26 octobre 2016 et prévoit désormais les dispositions relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale. Dès lors, Monsieur le Président, le crime contre l'humanité dont on parle, le statut de Rome, prenant donc effet en Guinée en 2016, par l'adoption des tests, des deux tests, le Code pénal de 2016, le Code de procédure pénale de 2016, en ce qui concerne les infractions qui sont, pour lesquelles les infractions de crimes contre l'humanité ou la responsabilité de commandement, c'est uniquement à partir de 2016 que le statut de Rome est effectivement devenu une réalité. Parce que tout simplement, c'est à cette date-là, et conformément aux deux résolutions prises par l'Assemblée des États partis, que la Guinée a accompli, a exécuté ses différentes obligations internationales en ce qui concerne le statut de Rome. On ne peut donc pas penser que ce test peut s'appliquer. Cinquième raison, Monsieur le Président, le principe de la complémentarité ou de la subsidiarité ne permet pas l'application du statut de Rome. Au cours de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la Cour pénale internationale présentait un rapport. Du dit rapport, une résolution a été adoptée par l'Assemblée générale le 2 novembre 2022. L'Assemblée générale, en la dite résolution, dispose au point 5 que, je cite, Monsieur le Président, souligne
que la Cour, étant complémentaire des juridictions pénales nationales au terme du statut de Rome, les États doivent prendre dans leur ordre juridique interne des mesures appropriées en ce qui concerne les crimes en présence desquels ils sont tenus en droit international d'exercer leurs responsabilités, d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites. D'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites. En cet énoncé, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'enquête doit conditionner les poursuites. Et nous en parlerons largement quand nous allons parler de la requalification demandée.